Elle a giflé mon bébé pendant le dîner de Noël. Le son a claqué dans la pièce, une détonation si nette qu'elle a semblé interrompre le bourdonnement des lumières de fête pour une fraction de seconde. Le cri de mon fils s'est replié sur lui-même, s'éteignant dans un silence soudain, mais personne ne l'a regardé. Ni ma sœur, ni mes parents. Leurs regards étaient tous fixés sur moi, attendant la réaction habituelle, que je m'excuse, que je me fasse toute petite, que j'admette avoir surréagi. Je suis resté immobile, mais quelqu'un d'autre a bougé. Mon mari, Léo, a repoussé sa chaise, un mouvement lent et délibéré, le genre de geste qui modifie l'atmosphère d'une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il l'a regardé droit dans les yeux et a dit, d'une voix basse mais tranchante, « Sors d'ici ». Et j'avais déjà tout préparé en silence, échangeant ce silence contre le reste de ma vie. Restez et dites-moi si j'ai eu raison ou tort. J'ai grandi en apprenant à disparaître bien avant de comprendre le sens de ce mot. À 10 ans, je me tenais toujours au bout de la salle à manger de mes grands-parents, juste à côté de la vieille chaise en bois à l'assise délavée. Tout le monde la connaissait comme la chaise d'appoint. Je la connaissais comme la mienne. De là, je regardais ma sœur Sandrine, de 2 ans mon aînée, plus bruyante, déjà traitée comme si un projecteur la suivait en permanence, être placée au centre de chaque photo de famille. Ma mère, Monique, lui arrangeait les cheveux, lui relevait le menton et disait « Voilà, parfaite ». Si j'osais m'avancer, elle me repoussait d'une main douce et d'un sourire exercé. « Laisse ta sœur briller ». Mon père, Pierre, ne contestait jamais. Il se contentait d'ajuster les réglages de son appareil photo, feignant de ne pas me voir tapi dans mon coin, feignant de ne pas entendre le grincement de cette chaise solitaire lorsque je m'y rasseyais. Ce schéma n'a pas commencé là, mais c'est le premier souvenir où je l'ai senti s'inscrire dans mes os. Quand j'ai ramené une récompense de l'école, Sandrine a, accidentellement, renversé du jus de fruits sur le certificat. Maman s'est précipitée pour la consoler, elle, au lieu de vérifier si j'allais bien. Elle ne l'a pas fait exprès, a-t-elle dit. Tu sais que ta sœur est sensible. Sensible. J'ai entendu ce mot plus souvent que mon propre prénom, Chloé. Chaque fois que j'hésitais, que je posais une question ou que j'existais simplement au mauvais moment, maman le chuchotait comme un diagnostic destiné à excuser tout le monde sauf moi. La contribution de papa était une neutralité silencieuse et constante. N'en fais pas toute une histoire, murmurait-il. Cette phrase m'a suivi tout au long de mon enfance, comme mon ombre, proche, inévitable, aplatissante. À l'adolescence, le fossé s'est creusé. Quand Sandrine a voulu des billets de concert, on m'a dit de lui donner l'argent que j'avais économisé en faisant de la garde d'enfants. Tu es doué pour l'organisation, a dit maman, comme si la responsabilité était une ressource naturelle que je leur devais. Quand j'ai eu besoin qu'on me conduise quelque part pour un projet scolaire, ils ont oublié 2 fois. La 3e fois, papa a simplement dit « Demande à ta sœur », alors qu'elle était déjà partie avec ses amis. À mes 18 ans, je pensais que l'âge adulte briserait ce schéma. Il n'en fut rien. Lors des dîners de famille, les histoires de Sandrine monopolisaient la table. Si je parlais, quelqu'un m'interrompait. Si j'exprimais un désaccord, l'atmosphère se glaçait. « Chloé, tu interprètes trop les choses », disait maman. Et voilà, de nouveau. Le signal pour que je me taise avant que toute la tablée ne se retourne contre moi. Les années ont passé. J'ai déménagé, construit ma propre vie, mes propres rythmes. Mais la vieille programmation est restée, recule, adoucis-toi. Ne perturbe pas l'équilibre qui protège tout le monde sauf toi. Je n'ai pleinement saisi le coup de ce silence que lorsqu'Hugo est né. Quand mon fils pleurait et que Sandrine me criait dessus pour avoir surréagi, quelque chose de minuscule s'est fissuré en moi. Quelque chose de vieux, quelque chose qui avait la forme de cette chaise en bois délavée. La fissure ne s'est pas encore ouverte, mais elle a suffisamment bougé pour que je la remarque. En y repensant, je peux nommer le moment exact où ce schéma s'est cimenté. C'était cette nuit-là, debout derrière les flashs de l'appareil photo, quand maman s'est tournée vers moi et a dit « Chloé, arrête d'être si sensible ». C'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille. La maison de campagne en Provence était silencieuse après le dîner de Noël, un de ces silences qui ne sont pas paisibles, juste lourds. J'étais dans le couloir, berçant Hugo, sentant le va-et-vient de sa respiration contre mon épaule. La marque rouge sur sa joue s'était estompée, mais elle était toujours là, pâle et accusatrice sous la lumière chaude de la lampe. J'ai entendu des pas derrière moi, lents, assurés.
Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était Sandrine. Ma sœur s'est arrêtée à quelques mètres, les bras croisés, sa voix déjà moulée dans le ton qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait gagner sans paraître cruelle. « Tu as fait une scène », a-t-elle dit. « Honnêtement, Chloé, tu surréagis encore. » Encore. Le mot a atterri comme une vieille échymose qui se rouvre. Je n'ai pas répondu. J'ai ajusté Hugo dans mes bras, pressant ma main contre son dos, laissant le mouvement m'ancrer. Le silence mettait généralement fin aux disputes dans notre famille, car le silence signifiait la reddition. Elle l'attendait, comme elle l'avait toujours fait. N'obtenant pas la réaction escomptée, elle a soupiré bruyamment, comme si je l'avais dérangée. « Tu sais que maman est d'accord avec moi », a-t-elle ajouté. « Elle dit que tu es trop émotive pour être prise au sérieux. » Ma gorge s'est nouée, mais mon visage est resté impassible. Des années de pratique. Sandrine s'est approchée, baissant la voix. « Si tu veux que cette famille reste normale, Chloé, arrête de tout transformer en drame. Tu nous as mis dans l'embarras. » Nous. Comme si je vivais à l'extérieur d'une porte qu'il ne cessait de me fermer au nez. J'ai changé de pied, sentant le mur contre mon omoplate. Le papier peint sentait faiblement le pain d'épices des bougies de Noël. Un instant, je n'ai fait qu'écouter le bruit lointain de la vaisselle, un rire provenant de la salle à manger, l'expiration lente et régulière de Hugo. Tout le reste semblait aiguisé et ténu. Je l'ai enfin regardée, sans colère, sans peur, juste avec une clarté nouvelle. Silencieuse, froide, limpide. Elle a cligné des yeux, confuse par mon absence d'effondrement. « Tu m'as bien entendu » a-t-elle demandé. « Je t'ai entendu » ai-je dit, ma voix stable. Quelque chose a changé dans son expression. Elle ne savait pas pourquoi mon silence était différent cette fois. Elle savait seulement qu'il ne pliait pas. Quand je me suis éloigné, elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas compris qu'au moment où elle m'a traité de dramatique, le scénario qu'ils avaient écrit pour moi toute ma vie a finalement commencé à se dissoudre. Je ne me suis pas brisé. Je n'ai pas craqué. J'ai simplement cessé de me rétrécir. Et ce fut le début de tout ce qui a suivi. Je n'ai pas quitté la maison en colère. Je suis parti avec Hugo blotti contre ma poitrine, son souffle chaud à travers le tissu, l'air froid se resserrant autour de nous comme si la nuit voulait me garder éveillé. Léo marchait devant, portant le sac allongé d'une main, son autre main planant près de mon dos, sans me toucher, juste présente. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre nous n'était pas de l'évitement. C'était de la conscience. Une fois rentré dans notre gîte de la vallée de la Loire, j'ai couché Hugo dans son berceau. Son petit poing s'ouvrait et se fermait tandis qu'il s'endormait, inconscient du chaos qu'il avait absorbé. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser, puis je me suis reculé vers le couloir où la lumière était plus douce. Mes doigts ont effleuré le bracelet à mon poignet, une vieille habitude. Et quelque chose en moi s'est mis en place. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas ressassé la gifle dans ma tête. J'ai agi. Dans le salon, la lampe projetait une lueur tranquille sur la table basse. J'ai posé mon téléphone, l'ai déverrouillé et ouvert une note vierge. Mes pouces ont hésité un instant avant de taper la première ligne, 25 décembre, 19h14. Hugo giflait. Puis j'ai ajouté les détails, l'angle des lumières de fête, la distance par rapport à la table, le moment où le cri de mon fils s'est arrêté. Les mots apparaissaient, nets et précis, comme une coupe droite dans un tissu. Quand j'ai terminé cette entrée, j'ai ouvert ma galerie de photos et fait défiler jusqu'à celle que j'avais prise dans le couloir. La joue de Hugo, la faible empreinte rouge, la lumière douce en soulignant le contour. Je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Note de santé Hugo ». Ce n'était pas la colère qui me guidait. C'était la précision. Ensuite, j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille et j'ai fait des captures d'écran de tout ce qui comptait. Le SMS méprisant de ma mère le mois dernier, les messages de Sandrine sur le tournage de contenu, Monique me disant de ne pas gâcher l'ambiance avec mes inquiétudes. Chaque capture d'écran a été classée dans son propre dossier étiqueté. Après cela, j'ai ouvert le tableur que j'utilisais pour la planification domestique. J'ai créé un nouvel onglet, Chronologie. Un autre, Observation des témoins. Un autre encore, Journaux de communication. Mes doigts se déplaçaient plus vite à mesure que la structure se construisait sous mes mains.
J'ai replié mes jambes sous moi sur le canapé et me suis penché en avant, ajustant la couverture drapée sur l'accoudoir. La maison était silencieuse, à l'exception du doux cliquetis du clavier et du faible bourdonnement du chauffage. Léo est entré dans la pièce, s'est arrêté derrière moi et a posé une tasse de tisane chaude à mon coude. Il n'a pas demandé ce que je faisais. Il a vu les dossiers, les captures d'écran, la photo de Hugo. Il a seulement dit « Prends ton temps ». Puis il s'est reculé, me laissant l'espace pour continuer. Je n'avais pas besoin de permission. J'avais besoin de clarté. J'ai créé un document pour toutes les notes médicales depuis la naissance de Hugo. Température, visite chez le médecin, schéma d'alimentation. Non pas pour les utiliser comme des armes, mais pour le protéger, pour montrer la vérité sans élever la voix, pour construire quelque chose de si solide que personne ne pourrait le qualifier de surréaction. L'horloge murale a dépassé minuit. J'ai continué à taper. À un moment donné, j'ai ouvert le dossier de facturation, les paiements, les reçus, la paperasse habituelle de la vie d'adulte. J'ai parcouru les fichiers, notant les dates, les croisant avec des conversations, alignant des schémas que j'avais ignorés par habitude. Non pas parce qu'ils étaient directement liés à ce qui s'était passé, mais parce qu'ils prouvaient quelque chose de plus profond. J'avais assumé le travail émotionnel et logistique de cette famille pendant des années tout en étant traité comme une simple figurante de ma propre vie. J'ai rapproché l'ordinateur portable, créant un dernier onglet intitulé sobrement « Recommandations ». Ce n'était ni dramatique, ni vindicatif. C'était une liste d'étapes à suivre pour les soins de Hugo, pour les limites de communication, pour la sécurité, pour la vérité. Puis vint la partie la plus difficile, envoyer l'email. Je l'ai rédigé lentement, lisant chaque mot à voix haute dans mon esprit. Ce n'était ni une accusation, ni une menace. C'était de la documentation. Neutre, stable, factuelle. Je l'ai adressé à un conseiller juridique que j'avais contacté une fois auparavant lors d'un problème difficile de congé maternité. J'ai joint les dossiers, la chronologie, les photos. Mon curseur a survolé le bouton « Envoyer ». J'ai expiré une fois, profondément et silencieusement, puis j'ai appuyé. Le son de l'email quittant ma boîte d'envoi ressemblait à une porte se fermant doucement. Pas dramatique, juste final. Léo est revenu, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. J'en ai assez d'être la seule à me souvenir de ce qui s'est réellement passé. » Je me suis levé et étiré, sentant la douleur dans mes épaules pour la première fois. Le salon semblait le même que d'habitude, la lampe, le canapé, les jouets dans un panier. Mais l'air était différent, comme si on entrait dans une pièce qui venait d'être débarrassée de quelque chose d'invisible. Je me suis approché du berceau de Hugo et j'ai posé légèrement ma main sur son dos, sentant le rythme régulier de sa respiration. Son innocence me semblait plus lourde maintenant, non pas parce qu'elle avait besoin de protection, mais parce que je comprenais enfin à quoi ressemblait la protection. La force ne s'élève pas toujours avec le volume. Parfois, elle s'élève avec la documentation. Parfois, elle s'élève avec le silence. Et tandis que je restais là à regarder mon fils, je savais une chose avec une certitude absolue, cette fois, je ne réparerais pas ce qu'ils avaient cassé. La maison de campagne en Provence semblait différente lorsque nous y sommes retournés quelques jours plus tard. Pas décorée, pas chaleureuse, juste sombre. Les lumières de Noël restantes clignotaient de manière inégale à la fenêtre, comme si elles étaient fatiguées de faire semblant. Nous étions là parce que ma mère avait insisté pour une « discussion de famille ». Son ton au téléphone avait été sec, défensif. Elle n'avait pas demandé comment allait Hugo. Léo a transporté Hugo dans son siège auto, le posant doucement près de la porte. J'ai gardé mon manteau. L'air dans la salle à manger sentait encore faiblement le pain d'épices et quelque chose de métallique. Les lumières de fête du dîner de Noël gisaient sur le sol, débranchées, leurs pieds écartés comme un trépied cassé. Sandrine était déjà à table, les bras croisés, une expression répétée quelque part entre l'indignation et l'innocence. Ma mère planait derrière elle, comme pour la protéger d'une accusation que personne n'avait encore formulée. Mon père a ajusté une chaise mais ne s'est pas assis, observant Léo avec une prudence méfiante qui n'existait pas auparavant. « Chloé » a commencé maman. « Nous pensons tous que tu as mal interprété ce qui s'est passé. » La phrase familière, un scénario dans lequel j'avais vécu pendant des années. Avant que je puisse répondre, Sandrine a ajouté « Tu as tout aggravé en envoyant cet email. »
Tu nous as pris par surprise. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la même table où mon bébé avait été giflé. La même table où le silence avait été plus fort que son cri. Léo ne s'est pas assis. Il a posé ses 2 mains sur le dossier d'une chaise. La tension dans ses bras était contrôlée, contenue. Nous sommes ici pour que tout le monde entende la vérité, a-t-il dit, la voix égale. Maman a ricané. La vérité? Chloé a toujours, elle s'est arrêtée quand Léo s'est redressé. Ce n'était pas un homme qui utilisait le volume. Il utilisait la présence. Et à cet instant, la pièce semblait plus petite à cause de lui. J'ai sorti de mon sac un mince dossier que j'ai posé sur la table. Pas de drame, juste du papier. Photos, chronologie, capture d'écran, notes. Tout était propre, organisé, sans émotion. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que toute cette documentation? J'ai dit doucement, puisqu'aucun de vous ne l'a regardé ce soir-là, Sandrine a levé les yeux au ciel. Tu montes ça en épingle, Léo l'a coupé, sa voix calme et tranchante. Elle a giflé un nourrisson. Les mots ont atterri plus lourdement que le dossier. Le silence s'est propagé. J'ai ouvert la première page. Une photo de la joue de Hugo, la faible empreinte visible sous la lumière du couloir. Ceci a été pris 10 minutes après le dîner, ai-je dit. Je l'ai envoyé à une pédiatre spécialiste. Son évaluation est jointe. Le visage de ma mère s'est crispé. Chloé, tu n'avais pas à faire escalader les choses. Je ne l'ai pas fait, ai-je répondu. Le système l'a fait. J'ai fait glisser une autre page vers l'avant, mes notes sur l'évaluation des risques, les conseils du conseiller juridique, la documentation qui existait maintenant en dehors du contrôle de la famille. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, ai-je dit. Il s'agit de protéger mon enfant. La chaise de Sandrine a raclé sèchement le sol. Tu me fais passer pour un monstre. Non, ai-je répondu. Je montre ce qui s'est passé. Elle s'est levée brusquement, les yeux brillants. Tu es pathétique, Chloé. Tu as toujours besoin de te sentir comme la victime. Avant que la vieille douleur ne puisse me monter à la gorge, Léo s'est avancé, lent, stable. Assez, a-t-il dit. Sa bouche s'est ouverte, prête à se battre. Il ne lui en a pas laissé l'occasion. Il l'a regardé droit dans les yeux, de la même manière que la nuit de la gifle, et a prononcé les mots qui coupaient plus nettement que la colère ne le pourrait jamais, sors d'ici. La pièce s'est immobilisée. Ma mère a eu un hoquet de surprise. La mâchoire de mon père s'est contractée. Sandrine s'est figée, prise entre l'indignation et l'incrédulité. Tu peux partir, a ajouté Léo. Nous partons. Le pouvoir a changé de camp si silencieusement que cela ressemblait à un changement de température. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma sœur chercher dans la pièce quelqu'un pour la défendre et ne trouver personne de disposé à le faire. Elle a attrapé son sac à main, marmonnant quelque chose dans sa barbe, mais ses yeux évitaient les miens. Éviter le dossier. Éviter la vérité. Elle est sortie sans se retourner. La porte a cliqué doucement derrière elle, un petit son avec le poids d'une faim. J'ai expiré une fois, de manière stable, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années. Ma mère a parlé la première, la voix tremblante. Chloé. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, j'ai fermé le dossier. Le reste est en marche, ai-je dit. Et pour une fois, ce n'est pas à moi de le réparer. La maison semblait plus légère après son départ, bien que rien n'ait changé à l'intérieur. Même mur, même meuble, même lumière tamisée filtrant à travers les rideaux. Mais l'air ne portait plus le poids de l'attente de l'approbation de quelqu'un d'autre. C'était comme si le silence avait finalement changé de camp. Nous sommes rentrés en voiture sans parler. Hugo a dormi tout le trajet, ses petites respirations embuant le bord de sa couverture. Les paysages défilaient par la fenêtre de la Citroën 2CV. Léo gardait une main sur le volant, l'autre posée près de la mienne, sans la toucher, juste là, comme l'est souvent le soutien silencieux. Je regardais la campagne passer, la lumière s'étalant en ruban doux. Tout semblait étrangement ordinaire, mais je ne me sentais pas ordinaire du tout. À la maison, j'ai porté Hugo dans le jardin. Le soleil d'hiver était bas sur l'herbe, assez doux pour ne pas piquer, assez chaud pour ne pas paraître vide. Je l'ai posé près de la terrasse, et il s'est hissé sur les pieds du banc en bois,
chancelant, avec une détermination pure et simple. Il a ri, un petit rire bouillonnant et nouveau, un son intact, non touché par les attentes de quiconque. Je me suis assise à côté de lui, laissant le moment s'étirer, le laissant respirer. Pendant des années, j'avais confondu silence et reddition. J'avais appris à reculer, à adoucir les angles, à me rendre facile pour que la famille reste intacte. Mais là, en regardant Hugo se stabiliser sur ses jambes incertaines, j'ai compris quelque chose de simple et d'irrévocable. Le silence ne fait mal que lorsqu'il appartient à quelqu'un d'autre. Quand il est à vous, il devient autre chose. Une frontière. Un commencement. À l'intérieur, le dossier que j'avais fermé chez mes parents reposait sur le comptoir de la cuisine, intact. Pas de téléphone qui sonne, pas de message frénétique, pas d'excuses. Juste de l'espace. Ouvert, désencombré, en attente. Elle n'est jamais revenue. La pensée s'est installée sans amertume, sans célébration, sans chagrin. Juste la vérité. Une ligne nette tracée là où se trouvait autrefois le chaos. Le vent soufflait légèrement dans le jardin, effleurant les cheveux de Hugo alors qu'il changeait de prise et faisait un petit pas chancelant vers moi. J'ai tendu les mains, mais je ne l'ai pas attiré à moi. Je l'ai laissé trouver son équilibre tout seul. Dans ce calme, quelque chose a enfin lâché. Quelque chose que je portais depuis l'enfance, qui avait la forme d'une chaise en bois au bout d'une longue table. Pour la première fois, le silence me semblait m'appartenir. Le jardin est devenu silencieux alors que la dernière lueur du jour glissait derrière la clôture, ne laissant que le doux bruissement de l'herbe d'hiver. Hugo s'est stabilisé contre le banc, me regardant avec de grands yeux sans fardeau. J'ai inspiré l'air froid, le laissant s'installer là où vivait autrefois la peur. Le passé n'a pas disparu, mais il ne contrôlait plus la forme de mes journées. Les familles se brisent bruyamment, mais elles se brisent aussi en silence. Et parfois, ce silence devient le premier son honnête que vous entendez. Les frontières ne sont pas une vengeance. Elles sont l'endroit où votre vie commence enfin. Si vous avez déjà vécu un silence comme celui-ci, dites-moi ce qu'il vous a appris. Partagez le moment où tout a basculé pour vous. J'écoute. Et quelque part, quelqu'un qui a besoin de votre histoire écoute aussi.